Bonsoir. En novembre 2022, certains s'en souviennent peut-être, Oksana Melnichouk était déjà l'invitée des Idées mènent le monde. Nous aurions rêvé qu'elle ne revienne pas. Bien sûr, vous avez compris ce que je veux dire, puisque dans quelques semaines, quelques mois, ça fera bientôt 4 ans, ça fera 4 ans que la guerre sévit en Ukraine, déjà. Aux côtés d'Oksana Melnichouk, ce soir, Anastasia Fomitchova. Elle est franco-ukrainienne, docteure en sciences politiques, spécialiste de la corruption institutionnalisée, et on en parlera ce soir. Elle est aussi l'auteure de Volia, un témoignage intime de son engagement dans la résistance ukrainienne, dans le personnel militaire, infirmière militaire dans le bataillon des hospitaliers. Et elle a reçu, il y a quelques jours à peine, le prix André Malraux de littérature engagée pour ce témoignage, cet essai. Vous pouvez. La figure tutélaire d'André Malraux pour un prix comme celui-là, de littérature engagée, ça a beaucoup de sens. Qu'est-ce qui se joue depuis quelques semaines, quelques jours, quelques heures même? Est-ce que l'histoire s'accélère? Un accord de paix est-il possible et quelle paix? C'est ce qu'on va essayer de comprendre en accueillant tout de suite Oksana Melnichouk et Anastasia Fomitchova. Bonsoir Anastasia, bonsoir Oksana. Pour commencer cet entretien, ça peut paraître anecdotique, mais je voudrais, Anastasia, que vous racontiez le périple qui vous a conduit jusqu'à nous et qui fait qu'on est particulièrement heureux. Et pourquoi je dis ça? Parce que je crois que c'était un élément d'information aussi pour comprendre la situation que vous vivez, que vit l'Ukraine. Racontez-nous. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc effectivement, j'arrive d'Ukraine. Le voyage a pris 3 jours, puisque forcément les aéroports sont fermés en Ukraine. Donc, il a fallu que je passe par la Pologne. Le passage de la frontière a duré 6 heures, mais je n'ai pas pu passer la frontière la première fois. Il a fallu que je passe par un autre passe de frontière. Pour une réglementation européenne qu'on découvre, je dis ça là aussi, on vous a accusé d'avoir trop d'essence dans votre véhicule. Absolument. En fait, on avait fait le plein d'essence pour pouvoir traverser la frontière. Oui, c'est assez indiqué, oui, quand on prend la route. Et donc en fait, il a fallu on fasse un peu plus de route pour être autorisé à rentrer. Et donc oui, aujourd'hui, les trajets entre l'Ukraine et la France sont extrêmement longs, compliqués. Donc je suis très heureuse d'être là. Et nous donc, merci. Je disais dans ma petite introduction, qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines, quelques jours, quelques heures, ces accords de paix, ces annonces que l'on entend. Oksana Melnichouk, comment vous recevez ces informations contradictoires, plan contre plan? On en est où? Vous savez, déjà, il faut toujours regarder sur le fond des choses. Donc, le plan, c'est un document qui comprend les dates d'exécution, les objectifs, la faisabilité d'exécution et le contrôle, n'est-ce pas? Donc, tout ce que vous avez vu tous dans la presse, ça ne ressemble pas à un plan. Il faut bien reconnaître que c'était juste les intentions. Intentions de qui? La presse britannique. Il a quand même pris le loisir d'étudier le texte original de ce plan et ils ont bien conclu que c'était le texte écrit en russe, ce qui a permis après à toute la presse mondiale dire que c'était le plan russe imposé à Trump par Poutine et son équipe. Mais les circonstances d'apparition de ce souhait de la Russie, très intéressant, parce qu'en une semaine même, nous avons vu la montée de 2 scandales. Côté les États-Unis, les fichiers Epstein, je rappelle, ce sont les fichiers de scandales sexuels avec la participation de Trump. De l'autre côté, en Ukraine, le grand scandale sur la corruption, sur l'entourage de Zelensky. Mais l'auteur... Pour vous, ce sont des faits concomitants. Il n'y a pas de hasard. Pour nous, c'était une opération qui était montée par les Russes. Pour l'Ukraine, c'est pour couper la verticale du pouvoir et affaiblir l'Ukraine au moment de négociation. Dans les États-Unis, pour pouvoir manipuler Trump.
Il faut dire que sur le front, depuis les mois, les Russes n'arrivent pas à obtenir Pokrovsk. Ils n'obtiennent aucune victoire sur place. L'Ukraine continue tenir 1000 km du front. L'Ukraine, à ce moment-là, signe les accords très importants pour la quantité d'avions qui sont capables de changer la donne de la guerre en faveur de l'Ukraine. Et le plus important détail, le 21 novembre, normalement, Trump devait mettre les sanctions terribles contre les Russes, Contre le pétrole russe. contre les raffineries pétrolières russes qui devaient casser la capacité militaire russe. Et comme par hasard, à la veille du 21 novembre, il y avait ce soi-disant plan de Trump. Bien sûr, en recevant ce plan, Trump il a annulé les sanctions. Donc, Poutine il a gagné le temps pour gagner encore un peu d'argent parce que les sanctions ne sont pas impliquées. En 2025, je crois que la Russie, parce qu'il faut aussi rappeler ça, que l'Ukraine tient tête à quand même la deuxième armée du monde. Les Russes, le front, les gains sur le front, je crois que c'est à peine 1% de territoire. Quelle est la situation sur le front aujourd'hui, Anastasia? Alors, donc, il faut comprendre que la situation, la guerre telle que je la raconte dans le livre, celle que j'ai vécue en 2022, a complètement changé de visage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont essentiellement des drones, donc des drones armés, kamikazes, donc des bombes volantes, qui sont envoyées sur les unités d'infanterie, les unités d'artillerie. Donc en fait, c'est devenu aussi une ligne assez statique, mais très très dangereuse en fait. Aujourd'hui, l'armée russe essaye d'avancer sur le front de Pokrovsk. La manière dont ils ont infiltré la ville il y a quelques semaines, donc c'était en envoyant des unités qui ensuite se sont regroupées dans la ville. Oui, très mobile, des UT. Mais cette avancée a été stoppée, comme il y a eu une avancée aussi l'été dernier dans la région de Donetsk autour de Dobropil, et là aussi en fait cette avancée a été stoppée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est aussi dans une évolution technologique, que l'armée ukrainienne, les ingénieurs de l'armée ukrainienne parviennent à trouver aussi des moyens de contrer ces drones. Alors, pas tous, il y a encore des drones à fibre optique, par exemple, qu'il est très difficile d'intercepter et qui ont une portée de plusieurs dizaines de kilomètres. Mais, en fait, l'Ukraine, depuis 2022, a extrêmement évolué sur le plan de la défense, de la technologie militaire, voire est devenue un des leaders sur la question, justement, des technologies et de drones. Là, aujourd'hui, ce dont l'Ukraine a besoin, ce sont notamment encore des investissements dans le secteur de la défense, puisque donc, c'est une guerre qui est extrêmement coûteuse aussi à la fois pour l'armée, mais pour la société. C'est une guerre qui est extrêmement meurtrière. Je veux dire, nous avons des pertes tous les jours, toutes les nuits, que ce soit sur le front ou dans les villes de l'arrière. Et donc, en ça, oui, la guerre continue d'être très, très intense. En fait, c'est une guerre de haute intensité, mais l'Ukraine continue de tenir. Je reviens, je vais faire des allers-retours un petit peu à toutes les deux, et surtout n'hésitez pas à interagir aussi sur les propos de l'une ou de l'autre. Le contre-plan européen, comment il a été perçu par les Ukrainiens et qu'est-ce que comment l'analysez-vous? Toutes les deux, vous êtes politologues, donc vous connaissez bien ces traités-là, les propositions européennes, celle de la coalition des volontaires. Moi, je ne peux que saluer ce plan. Un seul regret, c'est que pourquoi nous suivons toujours le rythme imposé par Poutine. Je pense que ce qui manque aujourd'hui en Europe, c'est prendre une initiative entre ses mains. Parce que je pense que, vous savez... Quelle initiative? En Ukraine, on dit toujours il n'y a jamais du bien sans le mal. Et pour nous, Trump, comme vous pouvez imaginer, il incarne le mal absolu parce qu'à cause de Trump, on a perdu un allié principal. Mais en même temps, grâce à cette perte,
On dit chez nous, on a perdu Trump, mais on n'a pas perdu les États-Unis. Mais c'est Trump qui a réveillé aussi les résistances européennes. Et c'est grâce à ces... On dit qu'il se comporte comme éléphant dans la boutique de porcelaine, dans la géopolitique. Et ça a révélé chez les Européens un sentiment de sa propre responsabilité. Et vous voyez, il y a cette coalition des bons volontaires. Il y a quand même 40 pays qui sont dans cette coalition. Il n'y a pas que les Européens dans cette coalition, mais la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ils ont pris vraiment le relais. Donc, on voit le nouveau leadership qui se crée aujourd'hui. Et j'espère que cette plan, parce que c'était la réponse à ce scandale abominable monté par FSB russe avec, pour provoquer Trump, pour qu'il ne bascule pas dans le camp européen, pour le tenir dans son orbite. Mais à partir de ce moment-là, il me semble que nous sommes maintenant dans le tournant de la guerre hybride. Je pense que maintenant, l'Europe prend le leadership et l'Europe avec l'Ukraine ensemble, nous sommes capables de gagner cette guerre. Parce que cette guerre, je le répète partout où je peux, ce n'est pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre entre la démocratie et le monde despotique. Malheureusement, Trump aujourd'hui représente aussi un régime autoritaire. Donc cette alliance entre Poutine et Trump, qui est très interdépendante, parce qu'en fait, Poutine, il tient Trump par la gorge, par le chantage, comme il sait bien faire, comme un ancien KGBiste. Et Trump, comme il est consommateur et le business deal à mort, il est avare pour l'argent de Poutine. Et ça, c'est tellement cynique. Oui, ça ressemble plus d'ailleurs à une conversation entre deux promoteurs immobiliers qu'entre deux chefs d'État. Et peut-être c'est le moment crucial quand l'Europe, qui est quand même fondée et basée sur les valeurs, il entre en confrontation avec la politique des intérêts. Ça veut dire contre le capitalisme sauvage. Donc je voulais ajouter que la démocratie, ce n'est pas un acquis. Il faut se battre tout le temps pour cette démocratie. Mais l'Ukraine, et là je vais contredire tout ce qui a été dit par M. Védrine, on est dans le 21e siècle, c'est une époque de la communication, des nouvelles technologies. L'Ukraine prouve que l'impossible devient possible. Et je pense que l'Europe a besoin de fraîcheur de l'Ukraine pour récupérer son leadership, pour ne pas dicter, comme les époques précédentes, c'est être émissaire, mais pour regrouper autour de l'Europe tous ceux qui portent la lumière et la bonté. Anna, oui. Donc, il y a plusieurs éléments sur lesquels j'aimerais réagir. Je suis totalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Oksana, évidemment. En fait, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que les objectifs de Poutine n'ont pas changé. Aujourd'hui, en 2025... Et ils ne datent pas de 2022. Absolument. Donc aujourd'hui, en 2025, l'accord russo-américain qui a été proposé à l'Ukraine, pour ne pas dire imposé par Trump, en fait, ne permettrait qu'à Poutine d'avancer encore plus vers ses objectifs initiaux. L'attaque qu'il a menée le 24 février 2022, donc l'invasion totale de l'Ukraine, mais aussi centrée vers la capitale de l'Ukraine, l'objectif était de prendre la totalité de l'Ukraine. Son objectif, c'est de prendre Kiev. Voilà, et aussi en fait, cette guerre a des racines aussi très profondes, avec une instrumentalisation de l'histoire qu'on voit dans tous les discours du dirigeant russe. Et donc, derrière, il y a, en fait, ce qu'on constate dans les territoires occupés, l'objectif de Poutine n'est ni plus ni moins que l'anéantissement de la nation ukrainienne. Donc c'est prendre le contrôle d'un pays, anéantir sa nation, son identité, parce que la Russie de Poutine ne peut pas survivre avec une Ukraine démocratique à ses côtés. Et donc en fait, cet accord est obscène, tout simplement.
Aujourd'hui, même parler de concession territoriale alors qu'il y a encore des millions d'Ukrainiens qui vivent dans ces territoires, c'est également, enfin, ça n'a pas de sens. Ça signifierait en fait remettre en cause le système tel qu'on l'a connu post-45, c'est-à-dire remettre en cause les valeurs sur lesquelles aussi l'Europe s'est bâtie. Si vous permettez, juste pour ajouter, l'objectif de Poutine, avant de commencer la même guerre en 2022, c'était pas prendre même l'Ukraine, c'est restaurer l'Union soviétique. Objectif de toute sa vie. Vous vous souvenez, il a dit en 2008, la plus grande tragédie du XXe siècle, c'est la chute de l'Union soviétique. Tout à fait. Donc son objectif, autant que politique et leader de Russie, c'est restaurer l'Union soviétique, mais pas seulement l'Union soviétique, la zone d'influence de l'Union soviétique. Ça veut dire les pays limitrophes, les Pays-Bas, Pays-Bas, la Roumanie. Et pourquoi il essaie de dealer avec Trump? Parce qu'il veut proposer à Trump la nouvelle partage du monde, à la manière comme c'était pendant la guerre froide. Une partie du monde contrôlée par l'Union soviétique, l'autre partie du monde contrôlée par les États-Unis. C'est pour ça, je répète et j'insiste, que ce n'est pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est la guerre pour la nouvelle partage du monde, dans laquelle l'Europe joue le rôle principal et le levier principal. Ou devrait. Anastasia Fomichova, quel est l'état de la population ukrainienne? Comment, est-ce qu'elle est entre indignation, résignation? Comment on réagit en Ukraine à l'annonce de ces deux plans, et même après quasiment 4 ans de guerre? Alors, il y a quelques jours, en fait, la semaine dernière, lorsque les informations sont arrivées, je dirais que, en fait, il y a eu une forme de sidération de la part de la population, enfin, de ce que j'ai pu constater à Kiev, où je me trouvais. Il y a évidemment un élément qui est logique, c'est que tout le monde est fatigué. On le sera à moins. La population est fatiguée, on vit en permanence sous les bombardements, c'est-à-dire que parfois c'est toutes les nuits, par moments c'est toutes les 2-3 nuits, mais on vit au rythme des coupures d'électricité. Là, la semaine dernière, ça fait plusieurs semaines que j'ai 3-4 heures d'électricité par jour. Dans certains quartiers de la capitale, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau. Et encore, il s'agit de la capitale. Donc, en fait, dans les villes, plus proches du front, dans le sud et dans l'est, en fait, les attaques sont quotidiennes. Constantes, de jour comme de nuit. Il faut parler de la situation à Kherson aussi, où en fait, là, la population est visée par des drones pilotés par l'armée russe tous les jours, et en fait, vont tuer les habitants dans leur jardin, jusque chez eux. Donc oui, il y a effectivement un état de fatigue, mais qui n'amène absolument pas à une forme de résignation. Comment est-ce qu'un pays comme l'Ukraine, dont l'armée avait été complètement démantelée dans les années 90, qui n'avait quasiment pas d'armée en 2014, donc la première fois que Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, comment est-ce qu'un pays qui aujourd'hui en fait est en guerre depuis plus de 10 ans parvient à résister? C'est par cette conjonction des forces entre l'armée et la société. C'est-à-dire que c'est à la fois la société civile qui a rejoint les rangs de l'armée, quasiment personne n'était militaire avant 2014 et a fortiori avant 2022. Et c'est toute la chaîne de solidarité qu'il y a derrière. Aujourd'hui, même vivre dans les villes et aller travailler le matin alors que... Oui, c'est ça, parce que l'économie du pays continue, l'économie de guerre, bien évidemment, mais les cafés sont ouverts, on va travailler en Ukraine, c'est une forme de résistance. Et je dirais même, c'est le titre de mon livre, c'est la Volia. C'est aussi la volonté de vivre libre dans les frontières de l'Ukraine. C'est le fait de continuer en fait à se battre pour ceux qui sont dans l'armée, à soutenir pour les volontaires qui apportent encore de l'équipement à l'armée, et ceux qui vont travailler alors qu'ils n'ont pas dormi de la nuit, qu'ils vivent sans électricité. Mais je vous racontais cette anecdote sur le fait que même les soirs, les nuits de bombardement, j'ai encore le camion qui vient ramasser les poubelles qui passe à 1h30, même lorsqu'il y a des missiles qui sont envoyés sur la capitale.
Donc en fait, je dirais c'est chaque action individuelle qui amène à cette grande chaîne de résistance qui permet aujourd'hui à l'Ukraine de se défendre. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en 2022? Vous l'aviez déjà fait en 2017. Vous étiez en train de faire vos études, de suivre vos études à Paris. Vous avez quitté Paris, vous avez rejoint Kiev. Qu'est-ce qui vous a poussé? Alors, déjà en 2021, il y avait des rumeurs sur une invasion à plus grande échelle de l'Ukraine. Il faut savoir que la guerre n'a jamais été complètement gelée dans l'Est. Il y avait toujours des points chauds. C'était plutôt une guerre d'artillerie et les snipers russes faisaient aussi beaucoup de victimes. Mais la ligne de front ne bougeait pas énormément. Et même la population aussi avait un peu commencé à s'en détourner, puisqu'on attendait qu'il y ait une sorte de résolution. Bon, ça ne s'est pas fait comme on sait. Au printemps 2021, Poutine avait déjà fait un discours très révélateur de ses intentions, accusant, à vrai dire, l'OTAN de provocation et disant que la réponse de la Russie serait extrêmement ferme, verticale, sans appel. Donc à partir de ce moment-là, j'ai déjà des amis qui ont commencé à se projeter. Que faire si Poutine décide de finalement d'aller peut-être jusqu'à Kiev? Et donc le 24 février, j'étais à Paris. Lorsque j'ai vu les nouvelles dans la nuit et que j'ai vu que ma ville, où était aussi ma famille et mes amis, étaient attaqués, ayant l'expérience de combat médic, donc d'infirmière de combat, j'ai compris qu'en fait je n'avais pas d'autre choix que d'y aller parce que je savais qu'il y allait avoir des résistances. Je ne savais pas si l'armée russe allait réussir à rentrer dans la ville. Ça, c'était la grande inconnue. Donc ma priorité était d'arriver dans la ville avant les Russes. Et c'est ce que je raconte justement dans le livre. C'est aussi au départ le trajet retour, où je ne sais pas si on va en voir des checkpoints russes. Il y avait très peu d'informations qui circulaient en fait, sur la localisation des unités russes à ce moment-là. Mais bon, je ne voulais pas laisser les Russes prendre ma ville et mon pays. Vous n'auriez pas pu supporter de rester dans un pays tranquille, en paix, comme la France, pendant ce temps-là? En fait, c'est pas possible de rester les bras croisés quand une armée d'un pays agresseur d'une puissance révisionniste, expansionniste, qui nie même jusqu'à l'existence de votre pays en tant que nation et donc même votre identité en tant qu'Ukrainien, essaye de s'emparer de votre vie, tout simplement. Mmh. Vous avez servi sur le front, au plus près du front. Vous avez été blessée, Anastasia, une commotion cérébrale qui vous a privé d'une partie de votre audition. Vous avez assisté à des scènes, vous étiez à Boutcha, notamment vous êtes entré dans Boutcha de sinistre mémoire, vous vous en souvenez sans doute. Parce que ça aussi, il faut le redire, la torture est massivement pratiquée par les Russes sur les Ukrainiens. Alors oui, donc très rapidement après être arrivé à Kiev en 2022, l'armée russe s'était emparée de plusieurs villes. En fait, était autour de Kiev, dans la région, et très rapidement, on a eu l'information qu'ils exécutaient les habitants. Et en fait, c'est quelque chose que l'armée russe fait dans toutes les villes occupées, c'est-à-dire que dans toutes les villes qui ont été libérées, on a redécouvert des fosses communes, des chambres de torture. Donc, je suis rentrée à Boutcha le 6 avril, c'est quelques jours après que l'armée russe ait quitté la région de Kiev et que nous avons eu accès aux villes libérées. Et en fait, il n'y a pas de mots pour décrire, enfin j'essaye de le décrire dans le livre, mais il n'y a pas de mots pour décrire ce que fait l'armée russe en Ukraine aujourd'hui. Les intentions de la Russie sont extrêmement claires, et il y a encore aujourd'hui des dizaines de milliers de civils qui sont dans les prisons, dans les territoires occupés, ou du moins on présume qu'ils sont dans les prisons parce qu'on n'a pas d'informations. Mais il faut rappeler que, par exemple, cette journaliste ukrainienne, Victoria Roshina, qui faisait une enquête justement sur les détentions des civils arbitraires, donc en parfaite violation du droit international, elle-même a été
emprisonnée par l'armée russe et torturée pendant des mois et des mois. Et elle est morte en prison sous la torture et les Russes ont même retiré certains de ses organes pour camoufler les tortures dont elle avait été victime. Donc, oui, la torture est systématique. Si vous permettez, pourquoi il ne faut même pas penser qu'on peut céder 1 mètre carré de l'Ukraine aux Russes? Aujourd'hui, pour la date d'aujourd'hui, sur le territoire occupé ukrainien, occupé par les Russes, il y a 40 camps de concentration. Est-ce que vous pouvez imaginer au XXIe siècle, en Europe, il y a 40 camps de concentration où on rééduque les Ukrainiens avec la russification forcée, avec les tortures. Même les enfants sont torturés s'ils refusent de parler russe, par exemple. Et quand on dit torture, on ne prononce même pas ce qui se passe réellement. C'est affreux ce qui se passe. Plus 25 000 enfants ukrainiens déportés par la force. Et quand ils atteignent l'âge de 18 ans, on les prend dans l'armée russe pour qu'ils mènent la guerre contre l'Ukraine. C'est juste une partie, une 10% de tout ce qui se passe sur les territoires occupés. C'est pour ça qu'on rebondit tout de suite dès qu'on dit « Oh non, mais écoutez, vous pouvez changer quand même les territoires, vous pouvez dealer ». Quand on entend le mot « deal », on a envie de tuer cette personne qui le prononce. Vous dites dans votre livre, et vous aussi, Roxana, vous l'avez dit à plusieurs reprises dans vos propos, cette guerre, elle ne concerne évidemment pas que l'Ukraine. La guerre, elle est déjà en Europe. Et je vais bien sûr faire référence aux récents propos du chef d'état-major des armées française, qui dit qu'il faut que la France se prépare à perdre des enfants. Comment vous, en Ukraine, vous recevez ces propos-là? Vous êtes-vous convaincu que c'est bien au-delà des frontières de l'Ukraine que ça se passe? Vous savez, j'ai écouté le discours du chef de l'état-major français du A à Z et je me souviens très bien le contexte. Il a dit, si on ne bouge pas, si on ne fait rien, on devait accepter l'idée que les enfants vont mourir. Mais il n'a pas du tout dit que les enfants vont mourir. Oui, ou qu'on va partir envoyer des troupes françaises non plus. Mais c'est ce qui a été dit dès le départ par les Ukrainiens. On n'a pas besoin de soldats français sur la ligne zéro. Les troupes dont parle votre président Macron, il s'agit de l'arrière-garde de l'armée ukrainienne parce que nous avons beaucoup des objets stratégiques comme les stations nucléaires, les grandes usines qui continuent à fabriquer tout ce qu'il faut pour le front. Et on aimerait bien avoir le coup de main, et ça pourrait être un contingent international qui pourrait mettre en garde derrière le front pour protéger les objets de l'infrastructure civile pour que l'armée ukrainienne puisse s'occuper de la ligne du front. Mais je rappelle, dans le plan des Alliés, il ne s'agit pas d'employer les forces quelconques avant le cessez-le-feu. Il s'agit seulement d'après le cessez-le-feu. Et le discours, en revenant au discours du chef de l'état-major français, c'est le discours qu'on attendait dès le départ de la guerre. C'est cette position-là qu'il faut prendre en compte parce qu'il faut regarder, vous savez, on a été comme vous. À la veille de 2022, on a été comme vous. On ne croyait pas à la guerre. On a dit, moi-même, je ne croyais pas. En étant au milieu, avec les politiques, en voyant toute l'information, je dis non, il ne va jamais oser. Et quand on a commencé à s'appeler avec les amis, tout le monde me dit, il a osé. Vous voyez, donc la question c'est que Poutine ne va jamais oser. Pourquoi ? Parce qu'on a pensé que dès qu'il ose, il y aura la réponse ferme de l'Europe. Mais nous n'avons pas reçu cette réponse ferme. Mais je voudrais quand même dire quelques mots sur la France. J'étais en contact avec le Parlement français au premier jour de la guerre. C'était la France qui a présidé à cette époque l'Union européenne. Et c'est le Parlement français qui a réuni tous les parlementaires européens, les chefs des parlements européens. Le 25 février, ils sont tous été à Paris. Ils ont travaillé très long jusqu'à la nuit. Et le 26 février, les premiers missiles sont partis en Ukraine. Et grâce à ces missiles,
les Ukrainiens pouvaient tenir Kiev. Vous voyez, donc quand même la réponse c'était, mais si c'était sur toute la ligne de front, si c'était avant notre contre-offensive, on pouvait avoir le succès avec contre-offensive ukrainienne de l'automne de 2022. Quelle est la perception de la situation de Zelensky en Ukraine? Comment est-il? Alors, il est particulièrement fragilisé. Vous êtes une spécialiste de la corruption institutionnalisée. Il y a quelques minutes avant notre rencontre, son très proche directeur de cabinet, ou même plus proche que ça, disiez-vous, Oksana, a démissionné, accusé de corruption. Comment Zelensky est-il perçu par les Ukrainiens aujourd'hui? Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce n'est pas Volodymyr Zelensky qui a convaincu les Ukrainiens, qui a galvanisé la nation en février 2022. C'est-à-dire que c'est la société qui s'est elle-même mobilisée pour assurer la défense du pays. La manière dont Volodymyr Zelensky a pris ce rôle de chef des armées, de chef de l'État, la manière dont il a tenu aussi face à la Russie a inspiré un immense respect de la part de la population. Face à la Russie et parfois face aux États-Unis. Oui, face à la Russie et parfois face aux États-Unis. Absolument, absolument. C'est-à-dire que en fait, la cote de popularité de Volodymyr Zelensky est la plus élevée que celle de tous ses prédécesseurs depuis l'indépendance de l'Ukraine. Je ne dirais pas que cette affaire en soi, donc on parle de l'affaire Mindich, donc la révélation d'un schéma de détournement de fonds dans le secteur énergétique qui était mené par un de ses anciens partenaires d'affaires, fragilise en tant que tel le chef de l'État. Volodymyr Zelensky a toujours eu un discours qui était très clair sur la corruption, sur la lutte anticorruption et les avancées qui ont été réalisées dans le contexte de l'intégration européenne, notamment depuis 2022, donc depuis que l'Ukraine s'est vue octroyer le statut de pays candidat, a dépassé tout ce qui a pu être fait par le passé. Le fait que des enquêtes aient visé des hauts fonctionnaires, des personnes aussi qui faisaient partie du cercle présidentiel, en soi est un excellent indicateur. Oui, voilà, exactement, que les organisations anticorruption fonctionnent. Voilà, exactement. Et dès les premiers jours, en fait, de la semaine dernière, Volodymyr Zelensky a lui-même invité à être dans la transparence la plus totale avec les enquêteurs du NABU et du SAPO, donc les deux agences de lutte contre la corruption. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la corruption en Ukraine aujourd'hui est résiduelle, elle n'est plus structurelle par rapport à ce que le pays a pu connaître par le passé, notamment sous l'ère de Viktor Yanukovych, et aussi garder en tête que c'est la société qui s'est mobilisée au moment du Maïdan, au moment de la révolution de 2014, aussi contre la corruption du clan présidentiel au pouvoir, donc du clan de Viktor Yanukovych. Ces attentes de la société, Volodymyr Zelensky les a en tête. Il le sait. Il sait que la lutte contre la corruption est un des critères fondamentaux aussi pour l'accession de l'Ukraine à l'Union européenne et qu'aujourd'hui, la société a tellement donné ce sacrifice pour que l'Ukraine reste libre et indépendante, mais aussi pour qu'elle intègre l'Union européenne un jour. Donc pour l'instant, moi, je ne vois pas en quoi est-ce que véritablement ça fragiliserait Volodymyr Zelensky, puisque lui-même, en fait, n'est pas impliqué dans ces schémas. Mmh. Vous parlez de l'intégration à l'Union européenne. Où en est le processus d'intégration? Vous travaillez d'ailleurs à Kiev pour ce processus. Où en est-on et qu'est-ce qu'on peut espérer? Donc là, le processus d'intégration en lui-même a commencé avec l'octroi du statut de pays candidat en 2022. Et depuis, la Commission européenne, l'Union européenne scrute les réformes qui sont menées dans le pays dans ce contexte-là.
Il faut savoir que là, en novembre, la Commission a rendu un avis, en fait un rapport qui était extrêmement positif sur des évolutions structurelles auxquelles on peut assister dans le pays en termes de réforme de l'administration publique, création des collectivités territoriales, et en fait, oui, donc tout ce qui a trait à la décentralisation, à l'administration en tant que telle, mais aussi à souligner donc certains progrès attendus, je dirais certaines difficultés dans la mise en œuvre d'autres réformes, comme par exemple dans le secteur de la justice et la nécessité que les agences de lutte contre la corruption restent indépendantes, justement, de toute forme d'ingérence. Donc, l'Ukraine, elle, se projette à un horizon proche. C'est-à-dire le gouvernement a annoncé vouloir la clôture des négociations à l'horizon 2028. Mais c'est loin, 2028. Ce qui est quand même assez ambitieux lorsque on est en train de réformer un État qui en plus est en guerre. Mais justement par cette vitalité de la société civile qui a aussi intégré en fait l'État, le système, les ministères, les mairies. En fait, il y a toute cette génération qui, aujourd'hui, si elle n'est pas dans l'armée, se bat à l'intérieur pour que, justement, le pays se transforme, en fait. Donc, il y a, en fait, encore une fois, réformer un pays, ça prend du temps, c'est ambitieux, mais il y a des véritables progrès qui sont mis en place malgré la guerre. Et c'est la force des Ukrainiens. S'agissant de l'intégration dans la communauté européenne, donc 2028, ça m'amène à vous poser la question de l'avenir. Le thème de cette édition des idées mènent le monde, c'est renaître. Comment, même si la population résiste, même s'il y a des gens sur... Comment on peut imaginer l'avenir quand on est dans la résistance au quotidien? Vous savez, j'ai mis mon habit ukrainien. Oui, très joli. Pour vous montrer, nous sommes très attachés à toutes ces vyshevanka, c'est la broderie, c'est la chemise brodée. Ils ont une signification particulière? Oui, ça appartient à ma grand-mère, c'est fait à la main tout, et le tissu et la broderie. C'est la protection, ça protège. Il y a un dicton en Ukraine qui dit que l'arbre peut changer les feuilles, mais ils doivent toujours tenir ses racines. Donc, la recette de résilience ukrainienne, de la résistance ukrainienne, c'est notre enracinement, c'est notre culture ancestrale. On est très lié avec notre passé glorieux. Quand on dit gloire à l'Ukraine, ce n'a rien d'orgueilleux. C'est comme un mantra qui nous lie avec l'histoire de nos ancêtres, qui nous protège. Leur esprit nous protège. C'est l'esprit très citoyen. Et d'ailleurs, quand j'ai posé la question à mes amis politologues, philosophes ukrainiens, j'ai dit que je vais tenir aujourd'hui cette rencontre avec vous, en présence même des grands hommes politiques. Et je demandais qu'est-ce que vous voulez que je dise à eux. On m'a dit, rappelle aux Français qu'ils sont pour nous l'exemple, ils sont avant tout les citoyens et jamais les consommateurs. Et que l'idéologie de... Parce que quand tu es citoyen, tu as un comportement qui est très différent de consommateur. Consommateur prend ses valises et part, citoyen reste pour défendre son pays. Citoyen défend l'intérêt de son pays, défend son identité. Il ne laisse jamais la propagande rouler sur les oreilles. Et c'est ça qui soude aujourd'hui les Ukrainiens, c'est cet esprit citoyen. Nous sommes tous les citoyens. Je dis parfois que nous sommes en Europe tous les Ukrainiens parce que l'Ukrainien, ce n'est pas nationalité, c'est l'état d'esprit. Parce qu'on se considère comme les guerrières de la lumière et que nous luttons aujourd'hui pour que l'idée mène le monde et pas l'argent qui mène le monde. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier M. Bayrou pour son combat parce que vous savez, il y a les efforts de la guerre, il y a les efforts économiques. Mais il y a un vrai exploit intellectuel aujourd'hui de prononcer les mots intellectuels et aussi parler que l'idée mène le monde. Y penser de la Renaissance,
c'est déjà le courage intellectuel et citoyen dans l'état des choses aujourd'hui. Mais je suis optimiste et je pense qu'avec cette résilience de l'Ukraine, et d'ailleurs je voudrais dire que notre résistance tient sur votre soutien et votre solidarité. Votre solidarité, ce sont les ailes de notre résistance, parce que si les gens qui s'occupent du ménage de la ville viennent alors, c'est parce que le budget d'État, il est soutenu par l'Union européenne. Nos professeurs, nos médecins continuent à assurer leur travail parce que l'Union européenne assure le budget de fonctionnement de l'État aujourd'hui. Donc nous sommes déjà intégrés avec vous. Et l'avenir, vous avez demandé de la renaître. Je pense que nous devons tous se souvenir qu'à l'époque très ancienne, néolithique, jadis c'était une grande plaine européenne du blé, où on a tous cultivé le blé pour faire manger l'Europe. Et aujourd'hui, notre intégration à l'Europe, c'est, si vous voulez, c'est une définition, c'est affirmation de notre racine commune. Et je pense qu'ensemble, nous sommes vraiment très forts. Ensemble, nous sommes 500 millions d'habitants en Europe. Ensemble, nous sommes l'économie la plus puissante. Et déjà, avec l'Ukraine, vous avez l'armée la plus puissante et la plus courageuse dans le monde. Comment le voyez-vous, vous, Anastasia, cet avenir en Ukraine, pour l'Ukraine? Alors, l'Ukraine s'est transformée depuis, je dirais même depuis 10 ans, depuis la révolution du Maïdan, depuis que les jeunes sont sortis dans la rue et que ces manifestations ont pris tellement d'ampleur et ensuite amené la chute du régime Yanukovych. Il n'y aura pas de retour en arrière. Lorsque les Ukrainiens sont sortis dans la rue déjà en 2014, c'était pour manifester leur désir de regarder vers l'horizon européen, vers cette communauté de valeurs, pouvoir bénéficier des mêmes droits, des mêmes libertés que celles dont on dispose, dont on profite dans l'espace européen, et donc s'éloigner en fait du passé soviétique. Aujourd'hui, en fait, la société a tellement souffert aussi. Une partie s'est sacrifiée pour que le pays reste indépendant. Cet avenir sera tourné vers l'Europe, c'est certain. Et encore une fois, la société civile ne laissera plus des pratiques qu'on a pu voir par le passé après la chute de l'Union soviétique et donc cette corruption systémique qui s'est mise en place dans différentes strates parce qu'encore une fois la corruption elle était aussi bien dans la vie quotidienne qu'au niveau du système. Mais aujourd'hui en fait la mentalité des gens a changé aujourd'hui, quand on vit en Ukraine, à 9h du matin, le pays s'arrête. On arrête ce qu'on est en train de faire et on fait une minute de silence pour toutes les personnes, pour honorer la mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés, qui sont morts au front. Aujourd'hui, il y a encore des processions tous les jours, des cérémonies pour des soldats qui sont tombés au front. Donc en fait, la société vit avec cette conscience que c'est une lutte pour sa survie, c'est une guerre existentielle que l'on mène. Et c'est à la fois, donc par exemple ma génération, mais aussi les générations suivantes qui vont grandir avec cette conscience et donc avec le devoir de transformer le pays et de le faire avancer. Vous parlez de votre génération, mais bon nombre de vos amis, hommes et femmes, sont allés combattre et sont morts sur le front. Comment construire l'avenir quand une partie d'une génération a été décimée? En continuant d'honorer leur mémoire et en s'assurant justement que leur sacrifice ne soit pas vain. On a le devoir, pour ceux qui avons survécu, de continuer à nous battre pour l'Ukraine. Et
En fait, on doit à la fois assurer l'existence de notre État, mais comme je le disais, assurer le fait qu'on ne revienne pas en arrière. Donc, oui, il y a aujourd'hui un problème démographique en Ukraine. Là, en ce moment, on traverse une crise politique à cause on va dire, de cet accord russo-américain. Mais en soi, le pays a quand même continué d'avancer. Et ceux qui vivent en Ukraine aujourd'hui, qui encore une fois font le choix tous les matins d'aller travailler, même si la nuit a été horrible, même si on s'est dit 10 fois dans la nuit qu'on allait mourir en entendant des missiles. C'est comme ça en fait qu'on reconstruit et qu'on fait renaître qu'on fait renaître un pays dans la guerre. Comme on dit, vous savez, on dit parfois sans lumière mais sans Poutine. Et je voulais aussi, si vous permettez, une minute sur la corruption, parce que c'est très important à comprendre. La corruption en Ukraine, c'est un héritage du système soviétique. Et c'est un lourd héritage. Tous les pays de l'Union soviétique étaient concernés. Et ceux qui est sorti déjà de l'Union soviétique, comme par exemple les pays baltes, pour nous, adhérer à l'Union européenne, c'est avoir, comme on dit chez nous, le bâton d'extérieur pour frapper contre la corruption de l'extérieur, parce que de l'intérieur, corruption, c'est quelque chose qui n'est pas abstrait, comme on le pense. La corruption a les noms, prénoms, l'adresse et les opérations exactes. Et quand j'ai appris la nouvelle, ce qui s'est passé cet après-midi, vous savez, ma première réaction était enfin. Enfin, on prononce les noms. Enfin, on les arrête. Et en fait, on sait qu'on va les punir. Et ça, c'est déjà une énorme victoire. Et c'est seulement pendant la guerre c'est possible. Parce que pendant la guerre, on est très aigu, on dit aigu. Tous les sentiments sont très aigus. exacerbé, bien sûr. Et la lutte contre la corruption, ça devient le deuxième front, si vous voulez, le front intérieur. Parce que c'est la cinquième colonne du régime de Poutine, de cet héritage de l'Union soviétique, de laquelle l'Ukraine essaie de débarrasser depuis ses nombreux Maïdan en 2005, 2014. J'étais dans ces Maïdan. Et la lutte contre la corruption, c'était l'objectif. On peut dire que Poutine a commencé la guerre contre l'Ukraine parce qu'on a résisté à la corruption, on ne voulait pas accepter le modèle de gouvernance à la poutinien, parce qu'il essayait toujours de créer l'autre Biélorussie chez nous. La Biélorussie, c'est un exemple parfait de la corruption étatique qui exerce Poutine. Il voulait faire la même chose en Ukraine. Et notre résistance à cette corruption, c'est exactement le signe qu'on lutte et qu'on continue à lutter. Quid des avoirs russes qui sont toujours gelés et qui vous seraient bien évidemment d'une aide absolue? Est-ce qu'il y a une possibilité d'agir et est-ce que c'est la communauté européenne là aussi qui doit agir? Je rappelle que la Belgique refuse de libérer ses avoirs. Oui, on n'a pas parlé dans la séance précédente de cet lentement de l'Europe. En fait, on comprend bien qu'il y a la loi, qu'on ne peut pas obtenir cet avoir parce que ce sera mal vu, parce que c'est là le droit international, c'est impossible. Mais on vit maintenant dans la guerre. Pardon, je vous interromps, mais en matière de droit international, ça fait un petit moment quand même que les violations sont patentes et là, pour le coup, on s'en préoccupe moins. Voilà. Quand on parle de récupérer les avoirs de l'agresseur, on se souvient du droit international, mais on oublie le droit international vu qu'à 40 camps de concentration, et Croix-Rouge d'ailleurs n'y va pas, hein, il n'est pas au courant de cette existence. Donc, il faut, vous savez, on a un autre dicton qui dit si quelque chose m'empêche de résoudre la situation, il faut changer cette chose qui m'empêche. Donc, la capacité des Ukrainiens de résister, c'est l'adaptation très vite aux circonstances. C'est tout de suite, et c'est inventivité. L'Europe aujourd'hui, elle est dans la guerre hybride. Ici, les lois empêchent de punir l'agresseur. À ce moment-là, il faut changer les lois qui l'empêchent. Bien sûr. Parce que Poutine, il tente toujours jusqu'où il peut aller. Et s'il voit qu'on tape sur les doigts dès que tu touches l'autre territoire, qu'on récupère tout de suite tes avoirs, les oligarques, ils vont réfléchir après. C'est pas parce que pour l'instant, on a l'impression que l'effet est le contraire.
Les autres, ils ne veulent pas mettre l'argent en Europe parce qu'ils vont... Oui, c'est dangereux de mettre l'argent en Europe si tu es bandit, si tu es agresseur, si tu es terroriste international. Dès que tu mets tes argent en Europe, ils pourraient être récupérés. Ça joue... En contraire, c'est un aspect pédagogique même pour les futurs agresseurs, pour les terroristes potentiels. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Mais je pense qu'on est très proche pour la libération de ces pauvres argents russes pour aider l'Ukraine. Anastasia, vous vouliez réagir? Non, mais en fait, oui, c'est le fait qu'aujourd'hui, on dise que la limite, ce soit, encore une fois, une question de droit international. La Russie a violé toutes les règles de droit international humanitaire qui existent. Il n'y en a pas une qu'elle a respectée. Le veto russe au Conseil de sécurité, alors que la Russie a violé la Charte des Nations Unies, en fait, c'est une aberration aujourd'hui. La question de la sécurité en Europe, comme vous l'avez rappelé, en l'occurrence aujourd'hui, la Russie mène une guerre hybride. Ce sont des opérations de déstabilisation, de désinformation, une désinformation qui a été latente pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui qu'on retrouve, c'est-à-dire... Et que l'on retrouve en Europe, dans tous les pays d'Europe. Absolument. Et en fait, au-delà, comme vous l'avez dit, au-delà de l'Ukraine, l'objectif, c'est aussi de détruire l'Union européenne, mais en tant que bloc, en tant qu'entité politique de valeurs. En ça, en fait, aujourd'hui, investir dans la défense de l'Ukraine, notamment débloquer ses avoirs gelés, ce serait pour l'Europe d'investir dans sa propre sécurité, parce qu'aujourd'hui, la seule armée qui se bat concrètement contre la Russie, c'est l'armée ukrainienne. Est-ce que vous êtes à l'image des femmes ukrainiennes, toutes les deux? Est-ce qu'elles occupent une place particulière, et notamment dans ce contexte? Mais bien sûr. Non, mais les femmes ukrainiennes, déjà 70 000 femmes ukrainiennes sont sur le front. Ça représente à peu près 30% de l'armée ukrainienne. C'est énorme pour l'armée. La femme ukrainienne était toujours indépendante, libre. Le féminisme chez nous n'existe pas parce que peut-être c'est plutôt le féminisme qui existe parce que c'est les hommes qui souffrent de notre pouvoir très fort. Mais c'est vrai que le rôle des femmes en tant que les maîtresses qui savent organiser l'espace très vite. Selon les anciennes traditions ukrainiennes, l'énergie féminine, c'est l'énergie qui ordonne le chaos. Donc, pendant la guerre, c'est les femmes qui étaient les volontaires, les maris sont partis sur le front, et les femmes organisent l'arrière-front. Et aussi s'occupent des enfants, bien sûr, épargnent les enfants. Et donc, tout le mouvement militaire aujourd'hui, c'est les femmes, la plupart des femmes, qui le font. Même pour les drones, même pour la production des missiles lourds et tout ça, c'est les femmes qui participent. Mais dans la politique, il y a beaucoup de femmes. On rêve que la présidente, la future femme, que la future présidente ukrainienne sera une femme. Peut-être qu'elle est peut-être là? Je ne sais pas. Oksana, Anastasia, oui, vous vouliez dire quelque chose? Nous, les femmes, c'est important. Oui, donc en l'occurrence, il y a beaucoup de femmes dans l'armée. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, on était extrêmement respectés. En fait, il y a une forme de galanterie quand même qui s'applique dans... Même dans des conditions les pires que vous décrivez. Absolument. Donc en fait, on retrouve moins de femmes dans les unités d'infanterie, par exemple, que dans les unités médicales ou dans la défense antiaérienne, par exemple. Mais je pense que c'est un très bon exemple en termes... d'avenir. Effectivement. Anastasia, Oksana, je ne sais pas comment conclure cette rencontre. Je ne sais pas s'il faut vous dire merci. Je ne sais pas s'il faut vous dire bravo. Je ne sais pas si nous, les Européens, nous devons faire plus, mieux, si on doit s'excuser de ne pas faire plus et mieux pour vous aider. En tout cas, merci d'avoir été là et de nous garder nos consciences éveillées. Merci beaucoup.
Soyez courageux comme les Ukrainiens et on va gagner tous ensemble. Et je rappelle... Et je rappelle Volia, ce magnifique livre d'Anastasia Fomichova et le livre à venir bientôt d'Oksana Melnichuk. Bonne soirée, merci. Mesdames, Messieurs, nous vous informons que les